Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne et re-bienvenue donc à tous mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui encore pour, on va dire, une rubrique assez particulière de la chaîne que nous apprécions tous, du moins j'espère. On va avoir aujourd'hui une interview et pas des moindres, avec une invitée de qualité. Mais avant tout, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le journalisme? Ou bien quel est le rôle du journaliste? Non? Laissez-moi vous éclairer là-dessus. Le rôle principal du journaliste est d'informer la population sur différents sujets, que ce soit la politique, le cinéma, le sport, l'environnement, énormément de choses. Un journaliste peut travailler pour un journal papier, il peut travailler pour une chaîne de radio ou de télévision, il peut travailler pour un site internet, il peut même faire tout ça aussi en même temps. Alors, est-ce que ça sous-entend qu'il y a énormément de métiers différents dans le journalisme? J'ai envie de dire oui. Un journaliste, c'est quelqu'un qui présente le journal à la télé, c'est quelqu'un qui réalise un reportage, c'est quelqu'un qui interviewe une personne, c'est quelqu'un qui gère une équipe, mais j'ai envie de dire, avec tout ce que je viens de mentionner, il y a des points qui sont communs. La chose commune qu'il y a, c'est de chercher l'information et la communiquer en l'adaptant à son public. Alors, est-ce que cela vous éclaire un petit peu plus? Pas du tout? C'est pas bien grave. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'avoir sur cette chaîne comme invitée Hanan Ferjani. Qui est Hanan? Hanan est une journaliste indépendante. Elle est modératrice, elle est reporter. Elle est également créatrice et productrice du projet Beyond the Noise. Hanan est une citoyenne du monde et originaire de différents pays, notamment du Niger de par sa maman et de l'Algérie et du Mali de par son papa. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler plus que ça. Je vous laisse tout découvrir en détail avec Hanan juste après le générique et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Très bon visionnage à vous. Bonjour Hanan. Bonjour, c'est là. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que on échangeait depuis quelques temps quand même, mais je suis contente qu'on puisse le faire, qu'on puisse faire cette interview, pardon, maintenant. C'est un plaisir et je sais que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on essaye, qu'on est en contact et on y arrive enfin. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On a tout fait pour que ça se passe exactement aujourd'hui à cette heure-ci. Exactement. C'est cool. Alors, avant de commencer, pour entrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais voilà, te présenter, nous dire un petit peu plus rapidement voilà, qui est Hanan, d'où vient Hanan? Alors, je suis Hanan Ferjani, je suis journaliste d'origine nigéro-algéro-malienne. C'est un grand mélange et j'ai grandi donc principalement en Afrique de l'Ouest et puis après j'ai fait mes études en Europe et un petit détour aux États-Unis pour un fellowship plus tard. J'ai aussi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mon métier de journaliste à l'étranger, enfin je veux dire en Asie, en Europe, mais depuis 7-8 ans, je suis plutôt sur le continent africain. Je suis passée par l'Afrique centrale et là, je suis établie en Côte d'Ivoire depuis à peu près 3 ans, presque 3 ans. Voilà. Donc, ça veut Et dire donc, que je suis la Côte journaliste d'Ivoire, à c'est la ton base. pied-à-terre. C'est ça, c'est ma base, en sachant que ce qui m'intéresse comme terrain de couverture pour mon travail, ça reste quand même l'Afrique de l'Ouest et même plus largement l'Afrique ou le continent. Et donc, jusqu'à assez récemment, j'étais correspondante de France 24 en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Libéria. Et depuis le mois d'août, je suis de nouveau à mon compte en indépendante. Je travaille un petit peu pour Al Jazeera et d'autres médias, mais principalement pour moi-même. Voilà. C'est super. Je pense qu'il y a rien de mieux que de travailler pour soi-même. Quand on peut, ouais. C'est un privilège, c'est un luxe, mais c'est bien. C'est vrai. Quand on peut, En tout ouais. cas, c'est un très beau parcours et je vois qu'il y a beaucoup quand même enfin d'origine. Donc, comme tu viens de le dire, tu as dit Algérie, Mali, Niger, c'est ça? C'est ça. Donc, ma mère est du Niger, je suis née au Oui. Niger. Donc, j'ai tendance toujours à commencer par le Niger parce que c'est quand même l'endroit où je suis née et j'ai un passeport nigérien. Mon père était algéro-malien aussi.
du D'accord. nord du Mali et du sud de l'Algérie. Mais ça reste à peu près la même zone quand on regarde quand même sur la carte. C'est le nord du Niger, le sud du Mali, Oui, le nord du Mali, le sud de l'Algérie. Donc, c'est reste le Sahara, le Sahel, quoi. oui. Voilà. En tout cas, c'est Ouais. très beau. Le parcours, il est très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, enfin, t'es né au Niger, t'as dit que t'as fait des études en Europe, t'as eu à partir en Asie aussi, Mhm. et t'as commencé, on va dire, professionnellement sur le continent africain, si j'ai bien compris. Non, non, en réalité, pas du tout. C'est plutôt, on va dire que mes premières armes, je les ai faites plutôt en Europe. D'accord. J'ai fait un stage qui était quand même déterminant en Chine il y a allez, quoi, 10 ans. C'était sur les relations sino-africaines pour un magazine qui dépendait donc Mhm. de la presse publique chinoise. Mais donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à explorer donc, tout ce qui était relations Chine-Afrique. Et c'était un des premiers stages que j'ai fait dans une publication en dehors de la France, parce qu'à l'époque, j'étais basée en France. Et après, quand j'ai fini mon master que j'ai fait au Royaume-Uni, je suis revenue en France. Et j'ai commencé donc par des stages à iTélé, un peu France 24. Donc j'étais plutôt en Europe au début. Mhm. Et j'ai décidé d'entrer en 2015 quand j'ai commencé à vraiment vouloir faire du reportage de terrain. Et pour le coup, le reportage sur le terrain, ça m'intéressait pas trop, pour être honnête, de traiter de sujets d'actualité très français Oui, ou de la politique française ou même européenne. C'était vraiment pas oui, mon centre d'intérêt. Donc, il y avait, enfin, ça devenait inévitable de revenir, quoi. oui. Donc, soit c'était plutôt du journalisme, donc desk, comme on appelle ça, c'est-à-dire plutôt en rédaction, et on n'est pas vraiment au contact de nos sujets, soit on va sur le terrain, et le terrain, en l'occurrence, c'est l'Afrique, quoi. Je vois, je comprends un petit peu Ouais. mieux. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, on va dire, enfin, quand on commence à s'orienter, enfin, dans quel domaine on aimerait être, quelle voie on aimerait suivre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et du coup, tu as choisi les études et tout ce qui est avec formation, stage et tout en conséquence, ou bien ça s'est présenté à toi, on va dire, par pur hasard? Alors, j'imagine que tu fais allusion au journalisme de manière générale. Oui. Oui. Alors, je pense que j'ai vraiment commencé à avoir un réel intérêt pour le journalisme en tant que perspective de carrière quand j'avais 15 ans à peu près. Donc c'était une idée qui était récurrente, qui revenait. J'aimais bien à l'époque suivre l'actualité. Bon, à l'époque c'était le 20h de TF1, de France 2 qu'on regardait. Dans les pays francophones, c'était Mhm. souvent comme ça à l'époque. Et aussi, il faut dire que bon, moi je suis quand même issue d'une famille qui est un peu ouverte sur l'international aussi en dehors du monde francophone. Il y avait aussi, donc on regardait aussi beaucoup CNN, la Oui, BBC. J'ai toujours été un peu baignée dans différents médias finalement internationaux. Et c'était quelque chose que je trouvais très, très excitant et très, très, comment dire, intéressant, assez jeune. Et, euh, et j'étais un petit peu découragée par mes parents, mais je leur en veux pas, c'est tout à fait normal. C'était pour eux quelque chose qui semblait complètement surréaliste et pas durable ou viable pour une personne qui voulait évoluer en Afrique, disons. Et c'est comme ça qu'ils voyaient la chose. Du coup, on m'a très vite dit, bon, je pense pas, c'est pas un métier qui est valorisé dans nos pays. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, c'est compliqué de l'exercer, c'est pas forcément très gratifiant d'un point de vue financier ou même en termes de prestige, c'est pas pareil que dans d'autres pays du monde, oui, sous d'autres cieux. Donc, disons que j'ai un peu mis l'idée au placard et je me suis orientée plutôt vers le droit, qui était un deuxième centre d'intérêt à l'époque. d'accord. Je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal d'être avocate, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé plutôt mes études en faisant une licence de droit que j'ai faite à Nice. Mais bon, après, en général, quand on est dans le concret, qu'on commence vraiment on s'oriente dans une voie en particulier, c'est soit ça se confirme qu'on est au bon endroit, soit au contraire, euh, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à sa place. Et donc, Oui. je m'en suis rendu compte assez rapidement. Je crois en deuxième année de droit, j'étais persuadée que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai terminé ma licence et c'est là que j'ai commencé à chercher une passerelle pour passer au journalisme. Et c'était là la première difficulté parce que en tout cas en France, beaucoup de jeunes personnes qui aspiraient Oui. au métier de journaliste avaient déjà commencé un petit peu à travailler ce parcours-là en licence, en faisant
des licences qui étaient un peu plus proches des métiers de communication. Non pas que le droit et les sciences politiques n'aident pas, en l'occurrence, ça m'a aidé. Mais du coup, j'ai dû un petit peu batailler pour avoir des stages, pour intégrer un master qui se rapproche un petit peu de ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait sciences politiques après, et Oui. relations internationales. Et ensuite, j'ai fait un master de journalisme. Donc, ça a été un petit peu long, pas très linéaire, mais je suis arrivée. Mais Voilà. finalement, comme on dit, tous les moyens sont bons. Mhm. Arriver à tes fins, on va dire, en tout cas, tu es sur la bonne voie et c'est le plus important. C'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que, enfin, par rapport à toi, ce que tu sais, il y a une différence. La différence, elle est si grande que ça? Quand tu parlais de c'est pas assez gratifiant sur le continent africain, que ce soit les salaires ou autre chose. Euh, Bah, disons que, et c'est mon point de vue, hein, je pense que ça se discute. Oui, Disons que si le métier de journaliste, de manière générale, je pense, est universel, est perçu comme un métier plutôt intellectuel, qui apporte quelque chose à la société, et ça, c'est partout, hein. mhm, Pour autant, dans les faits, on n'est pas apprécié pareil en fonction du pays ou de la région dans laquelle on évolue et dans laquelle on fait ce métier, en fonction de l'appareil d'État qui existe, de la protection, par exemple, au niveau législatif du corps de métier oui, de journaliste, qui n'est pas la même partout. Et puis ce qui peut fluctuer aussi, hein, c'est pas forcément immuable, c'est-à-dire que on peut vivre et évoluer dans un pays où on exerce son métier en paix et en tranquillité pendant un petit moment, et puis après, par exemple, il y a un changement de gouvernement oui, ou même d'orientation au niveau de la perception de l'état du journalisme, et ça devient fragile. Et donc, il y a je pense que, sans vouloir faire de généralité, dans le sud global, comme on l'appelle Global South, c'est un peu plus compliqué d'exercer ce métier qu'ailleurs où c'est un petit peu plus protégé. oui, Et, euh, et puis aussi, voilà, au-delà du fait qu'on peut être un petit peu intimidé ou qu'on peut être un petit peu restreint sur certains sujets, notamment en politique ou l'investigation pure, il y a aussi le côté financier. Et je pense que ça, c'est peut-être même plus le côté le gros challenge, c'est le fait que bon, on ne gagne pas sa vie en faisant du journalisme Déjà, de manière générale, c'est pas le métier qui paye le mieux oui. partout, mais il y a des pays où c'est vraiment très, très, très mal payé. Et donc, du coup, et c'est vraiment dommage d'avoir des journalistes qui sont très, très mal payés parce que ça crée toutes sortes de potentielles dérives. Quand on est journaliste et qu'on ne gagne pas sa vie en faisant son métier, Oui, on peut facilement virer de bord, être instrumentalisé, être manipulé, d'accord. prendre des enveloppes, comme on appelle ça, des enveloppes jaunes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas forcément évident de l'exercer en toute intégrité et de manière éthique si on n'est pas dans les meilleures conditions qui soient. Et ça, je sais que ça faisait partie des préoccupations de mes parents à l'époque et Oui. à raison, je pense. Ça se comprend clairement. Et c'est vrai Mm. que, enfin, maintenant que tu t'en parles, on n'en entend pas forcément beaucoup parler. C'est vrai que j'ai eu, c'était plus au niveau de la, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, ah, j'oublie le terme. En gros, ceux qui sont dans le cinéma et tout. Je sais que Mhm. ça remontait assez souvent, mais c'est vrai que le côté Oui. ok, journalisme, pas forcément. Et enfin, ça a du sens maintenant que t'en parles un petit peu plus. Mhm. Et Mais oui, c'est vrai que c'est similaire dans le sens où économiquement, c'est pas encore ça, quoi. Et beaucoup de parents africains ont tendance à dire, bah, je préférais que mes enfants soient avocats, en oui. banque, en architecte. Hmm. Et c'est ce que les parents de personnes à travers le monde aussi espèrent, parce qu'ils disent que c'est Oui, beaucoup plus stable et beaucoup plus financièrement, comment dire, intéressant. oui. Mais chez nous, c'est d'autant plus réel comme problématique. Je vois. Non, très Mm. intéressant. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus là-dessus. En tout cas, merci pour ces informations. Alors, tu es journaliste, enfin, si je reste comme ça de manière générale, tu es journaliste. Et je sais qu'il y a C'est ça. différents types de journalisme. Donc, on peut être spécialisé peut-être, Mhm. alors, je sais pas, dans le sport, peut-être dans tout ce qui est, je sais pas moi, les guerres. On peut être, enfin, tout ce qui est politique. Toi, est-ce que t'as choisi une voie spécifique? Oui et non. Ça a beaucoup D'accord. évolué avec le temps. Ça fait maintenant 10-11 ans que j'exerce soit à temps partiel, soit à temps plein ce métier, donc ça fait quand même un petit moment.
Je pense qu'on ne se spécialise pas tout de suite en sortant d'école ou avec son premier emploi. En général, on prend un peu ce qui nous est offert. Oui, Donc moi, la spécialisation, elle est venue un petit peu naturellement, peut-être 2, 3 ans après que j'ai commencé à vraiment travailler et être payée pour ça. oui. Mais il faut dire qu'à la base, je savais déjà ce que ce serait principalement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de traiter des sujets qui avaient trait à une région que je connaissais, Mhm. à un continent qui me semble, euh, comment dire, avoir besoin d'une couverture enfin, comment dire, de couverture journalistique qui soit plus riche, plus nuancée, plus innovante, enfin, qui évolue, quoi, parce que c'est un continent qui évolue beaucoup. Oui, Et donc, ça a toujours été un peu le leitmotiv, c'est-à-dire je savais que c'était plutôt orienté Afrique. Il y a différentes spécialisations, comme tu l'as très bien dit, c'est que soit on peut choisir une matière, par exemple, on va parler de culture ou de sport ou de politique à proprement parler, soit on peut choisir, par exemple, de spécialiser sur une zone de couverture. Donc, moi, je me restreins pas sur les sujets à proprement mhm. parler, c'est plutôt le terrain sur lequel je travaille. C'est-à-dire que je vois pas enfin, l'intérêt aujourd'hui pour moi d'aller faire un sujet européen. Oui, C'est pas ma spécialité. Je connais parce que j'y voyage et que j'ai l'opportunité d'aller dans certains pays et de découvrir, mais c'est pas des pays ou des régions que je maîtrise vraiment ou que j'ai forcément envie de maîtriser. Je pense qu'il faut aussi oui. faire preuve d'humilité, essayer de se cantonner à ce qu'on connaît et puis aussi de continuer à apprendre sur son beat, comme on dit en anglais. Beat, c'est ce que tu disais sur la spécialisation. C'est vraiment D'accord. Et donc, dans mon cas, ça a toujours été très clair. Mais c'est vrai que j'ai eu une évolution maintenant sur les thèmes Mhm. que je couvrais en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais très focalisée sur tout ce qui était sécurité parce que l'actualité s'y prêtait. Bon, elle Oui. s'y prête toujours. Ouais. Elle s'y prête toujours, malheureusement. Mais c'est vrai que quand on traitait du Sahel en 2014-2015, c'était vraiment au début, déjà enfin, au début, quelques années après l'incursion djihadiste au Mali. Après, il y a eu Boko Haram au Niger et dans la zone du lac Tchad. Donc, c'était vraiment les sujets qui étaient les plus traités par l'actualité, par les chaînes d'actualité internationales. Donc, ça avait du sens. Et c'était aussi intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passait. Ça Effectivement. m'intéresse toujours, mais c'est vrai que ça fait maintenant 7-8 ans, ou peut-être même 9-10 ans que ces sujets sont au centre un petit peu de tout ce qui est actualité, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest. Et j'essaie de pas me focaliser dessus, de me demander partir un petit peu. Donc forcément, il y aura un peu de politique. J'aime beaucoup traiter de sujets qui se rapprochent de tout ce qui va être culturel aussi, pour changer, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours parler de ce qui ne va pas. C'est vrai. Au point de vue culturel, on a des choses un peu plus positives à raconter, donc c'est aussi intéressant. Et après, des questions aussi, quand même, pour moi, qui restent très humaines, quoi, qui C'est intéressent les vrai. gens. C'est-à-dire Hmm. qu'il faut qu'il y ait un intérêt humain à l'histoire. Je suis d'accord. Après, le fait de toucher un petit peu à tout, on va dire, permet aussi d'être un petit peu plus polyvalente, de développer d'autres, voilà, enfin, voilà, d'autres compétences. Je pense que ça reste quand même Exactement. assez intéressant. Il y a clairement énormément de choses à mettre en avant. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut parler, enfin, sur le continent africain en général. Mhm. Oui. En parlant, alors, je sais que dans le journalisme aussi, il y a certaines personnes choisissent voilà différentes voies, différentes spécialités, mais il y a aussi différentes fonctions, si je peux dire ça comme ça. Soit on est journaliste par exemple télé, soit on est voilà on est plutôt sur le terrain. Comment est-ce Ça. qu'on appelle ça en mode reporter, c'est ça? Quand on est sur le terrain, on est reporter. On est reporter. Voilà. Alors, soit, par exemple, correspondant, si on est attitré à Oui, une chaîne ou un média en particulier, soit en freelance quand on est un petit peu un agent oui. libre. Donc, ça dépend après des conditions de filiation avec les médias. Voilà, je sais qu'il y a différentes fonctions comme ça et on peut être justement, on va dire, face à la caméra, en gros, on vous voit. Ou on peut C'est être ça. aussi, comme on dit, en Derrière. back-office, parce que j'imagine Mhm. qu'il y a une grande équipe aussi qui travaille derrière sur plein de choses Bien qu'il y sûr. a
à préparer dans tout le domaine enfin, du journalisme. Et quelles sont les fonctions, on va dire, qui t'intéressent le plus? Alors moi, j'ai vraiment eu la chance et la volonté aussi ces dernières années de toucher à beaucoup de choses différentes, ce qui n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où parfois on peut se retrouver quand on est jeune journaliste à arriver dans un média, on vous met par exemple en desk. Desk, ça va être, il faut que je l'explique un petit peu. C'est un peu le jargon, Oui. jargon journalistique français. Quand on fait par exemple du journalisme mais depuis son bureau, c'est-à-dire qu'on va pas sur le terrain, mais on peut préparer des sujets, des packages que vous allez voir pendant le journal télévisé, mais qui seront faits à partir des images d'agences, c'est-à-dire que les agences de presse comme l'AFP ou Reuters et puis on voit des feeds, on voit des images, on voit des interviews. Les médias ont accès à ces images-là. Et aussi, après, on a les journalistes de terrain aussi qui vont envoyer tout ça. Et en fait, un desker va utiliser tout ça pour préparer des sujets et donc qui seront diffusés à l'antenne. Donc, soit on peut être journaliste desker, par exemple, quand on travaille pour une chaîne d'information, soit on peut être plutôt sur le secteur de la présentation, c'est-à-dire qu'on commence par être assistant de présentateur et puis potentiellement on va devenir présentateur à un moment Mhm. donné, soit on est plutôt à l'édition qui est presque un métier hybride entre le technique et l'éditorial puisqu'on est la personne qui parle à l'oreillette du présentateur, Oui. mais qui doit avoir mais qui prépare le journal aussi, enfin, le contenu du journal. Donc c'est un poste un peu hybride. Donc il y a plein de choses possibles là je parle de la télé hein, Oui. évidemment. Mhm. Et après, en fonction du médium, enfin du média, il y aura d'autres fonctions qui vont venir aussi être intégrées. Par exemple, quand on est dans le print, c'est un peu différent. Quand on est dans le digital, c'est un petit peu différent. Voilà, donc il y a plein de possibilités. En réalité, il y a plein de métiers dans ce métier. Et quand on peut toucher à plusieurs choses, c'est vraiment pas mal parce que on peut pas être fort dans tout. On peut pas être aussi motivé quand on est derrière la caméra que quand on est devant, que quand on est à la présentation ou à l'édition. Je pense qu'il faut savoir un petit peu ce qui nous parle le plus en ne fermant pas les portes. Moi, j'ai commencé en étant assistante présentateur parce que c'était un petit peu le stage que j'ai Mhm. eu quand j'ai commencé à IT. Et j'avais un intérêt pour la présentation que j'ai pu plus tard, des années plus tard, euh, euh, dans laquelle j'ai pu me lancer quand j'étais chez Africa News, puisque j'étais présentatrice pendant 4 ans. J'aimais beaucoup ça et d'ailleurs j'aime toujours, mais j'ai toujours aussi aimé le terrain. Donc, et moi, j'ai vraiment, j'essaie encore aujourd'hui d'être un peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire de pouvoir faire du terrain, de pouvoir être à l'antenne, de pouvoir produire aussi ce que je fais. Et c'est pour ça que le côté indépendant est Enfin, oui, ça aide un peu le Saint beaucoup, Graal, oui, parce qu'en réalité, on fait pas tout en général. C'est un petit peu c'est vrai. segmenté. Et quand on est à son compte et qu'on fait, par exemple, des projets un peu plus indépendants, on peut se permettre de toucher un petit peu à plusieurs choses. Ah, ça, je trouve ça, enfin, j'aime bien de toutes les façons quand il y a cette opportunité de pouvoir toucher à plusieurs choses. Enfin, je trouve ça beaucoup Ouais. plus intéressant, mais après, voilà, comme tu l'as bien dit, je pense que c'est assez vaste, assez diversifié pour que chacun trouve, voilà, ce qui Ouais. lui convient. Et Et, puis, il y a des limites, pardon, je me permets juste de vas-y. rajouter une chose, d'ajouter une chose, c'est que il y a des limites dans le sens où il y a des journalistes qui sont très, très bons techniciens, par exemple. Dans le domaine D'accord. de l'audiovisuel, il y a ce qu'on appelle des journalistes reporters d'image, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois rédacteurs, ils ont des très bonnes capacités d'interview Mhm. et de recherche et de compilation d'informations pour raconter une histoire, mais ils sont aussi très bons derrière la caméra, ils savent prendre de très belles images. Et D'accord. quand on est ça, on est très polyvalent, on peut faire plein de choses. Moi, je suis vraiment pas une bonne technicienne dans le sens où j'ai étudié pendant mon master au Royaume-Uni, j'étais en audiovisuel, donc j'ai utilisé la caméra parce qu'on était obligé de toucher à tout. Mais Oui. j'ai très vite su que c'était pas comment dire, c'était pas ce dans quoi j'excellais le plus. Je sais tourner, mais c'est pas voilà, j'ai pas l'œil comme beaucoup d'autres JRI ou de cadreurs, par exemple. Donc après, il faut savoir aussi connaître ses points forts, si c'est plutôt dans l'écriture, si c'est plutôt dans le fait de présenter aussi ce qu'on a préparé comme sujet, ou Mhm. si c'est plutôt sur l'aspect rechercher la bonne image, parce que tous ces aspects-là sont très, très importants. Ils font partie de ce qui va permettre
de produire un travail de qualité. Donc, je pense qu'il faut essayer aussi, vraiment essayer, mais après se focaliser sur ce sur quoi on se sent le plus à l'aise, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, tu as parlé aussi de que tu aimais bien être sur le terrain. Mhm. Tu as parlé de toucher à l'aspect sécurité aussi au niveau du continent. Quels sont les risques qu'il y a en allant? Enfin, j'imagine que les personnes qui vont sur le terrain, c'est pas non plus sans risque, dépendamment de la situation géographique et de la situation, on va dire, géopolitique d'une région bien spécifique. Est-ce qu'il y a des risques quand même non négligeables? Est-ce que ça t'est déjà arrivé et que voilà, tu regrettes, en tout cas si c'était à refaire, tu n'aurais pas fait ce choix? Alors, quand on fait du terrain et qu'on travaille sur des questions donc d'ordre sécurité, ou plutôt en l'occurrence d'insécurité, donc sur des terrains de crise ou de conflit, Mhm. il y a évidemment une part de risque qui est plus ou moins importante. Je peux pas vraiment répondre à la question de manière simple parce que ça dépend vraiment du terrain. C'est-à-dire que quand, comment dire, l'époque qui était par exemple la plus où l'attention du monde était focalisée sur le Proche-Orient, Proche-Moyen-Orient, c'est plus le cas aujourd'hui, moins le cas en tout cas. C'était autour de 2010, 11, 11, 12, 13, Oui, quand beaucoup de journalistes qui sont allés sur le terrain, que ce soit en Syrie ou en Irak, euh, il y avait, les risques étaient très sérieux. Donc, ça dépend après, voilà, de quel conflit on couvre, de quel sujet il s'agit, de plein de choses. Après, il y a une autre dimension, au-delà de l'actualité en elle-même, donc la situation géopolitique mhm. dans le pays ou dans la région qu'on couvre. Il y a dans quelles circonstances est-ce qu'on part pour couvrir ces sujets-là? Est-ce qu'on part en indépendant, avec Oui, un lien avec un média, mais qui est assez flou, et donc si vous arrive quelque chose, finalement, on ne sait pas trop comment est-ce que le média va se placer et comment ils peuvent vous aider, ou est-ce qu'on part vraiment en tant que correspondant, reporter, grand reporter attitré, et dans ce cas-là, l'enjeu n'est pas le même. Moi, je suis déjà partie, par exemple, sur le terrain faire un sujet sur Boko Haram en 2015, vraiment en mode solo, mais c'était de la jeunesse un petit peu, et c'était pas très très intelligent de ma part. oui, Tout s'est bien passé, je regrette pas parce que je pense que ça m'a apporté pas mal de crédibilité pour certaines personnes qui me voyaient pas forcément comme une journaliste de terrain. Donc ça m'a ouvert des portes. Je suis très contente d'avoir pu faire ça. C'est pas un conseil que je donnerais à d'autres journalistes qui veulent se lancer dans dans le reportage de terrain, de partir sans comment dire, sans vrai euh, c'est une vraie euh, équipe derrière, ouais, safety net, quoi, sécurité. vraiment. Et puis, je suis pas repartie seule, j'étais avec d'autres journalistes, mais j'avais pas de médias qui me suivaient. C'est-à-dire que je partais faire un reportage et que je comptais vendre après en l'occurrence, France 24. S'il m'arrivait quelque chose, en réalité, je vois pas trop ce que qui que ce soit aurait pu faire pour moi. Je vois. Et encore, le fait que vous ayez un média attitré qui vous suive ne garantit pas le fait que, Ouais, qui que vous tout se arrive passe rien bien non pour vous. plus. Mais Oui. déjà, c'est bien de savoir qu'on a, par exemple, des personnes qu'on appelle, qui vous suivent, qui vous tracent, surtout qu'aujourd'hui, les moyens de technologie qui permettent de tracer et de suivre les journalistes ont évolué. Oui. De plus en plus de journalistes font des formations de sécurité pour être un peu plus préparés à des terrains sensibles, pour mieux se comporter, pour prendre le minimum de risques. Parce que l'idée, c'est que même si on veut que vous ayez les scoops ou que vous ayez le sujet, on ne veut pas non plus que vous soyez kidnappé, que vous mouriez. Il faut éviter, c'est vraiment le scénario le moins, enfin, le indésirable. Donc, on met beaucoup de journalistes de terrain surtout qui couvrent les crises et les conflits dans des conditions où ils sont préparés à plein de scénarios, plein de possibilités. Et aussi, on a la possibilité potentiellement de les retrouver ou de les sortir de la panade. Après, je dis ça alors que le nombre de journalistes qui sont portés disparus depuis des années dans différentes parties du monde, c'est un nombre élevé. Donc, non, le risque, il est là, il est réel. Et c'est pour ça que je pense que quand on se lance sur ce type de couverture de reportage-là, il faut vraiment être conscient. Et en général, les personnes qui font ça sont conscientes du risque. Ouais. Après, il y a des personnes qui Ceci sont aussi un dit, peu intrépides et qui aiment le risque et qui sont un petit peu, c'est presque comme de l'adrénaline. C'est pas mon cas. Moi, c'était vraiment le sujet qui me parlait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudente que je l'étais quand j'étais un peu plus jeune
je prends pas de risques que j'estime inutiles. Surtout si c'est des sujets qui sont déjà couverts, s'il n'y a rien d'absolument exclusif ou de nécessaire, je me rendrai pas forcément sur le terrain. Il y a aussi d'autres façons de faire du reportage, même sur ces zones-là. Ouais, c'est très compréhensif. Et franchement, de toutes les façons, je tire franchement mon chapeau aux personnes qui font ça parce que je pense qu'on m'aurait pas embauché pour ça c'est sûr. Mais non, non, franchement, parce que ça, c'est pas pour certaines situations, en tout cas certains événements qu'on voit, c'est quand même très risqué et ces Mhm. personnes-là, ils vont quoi pour justement Mhm. comment dire l'information, la bonne Mais information et mais c'est comme des humanitaires ou oui, oui, aussi. d'autres métiers où ils sont enfin, par exemple, qui travaillent dans des zones hyper dangereuses et ils sont, par exemple, pendant des périodes très prolongées. Mais ça fait partie des risques du métier. Et c'est un choix qu'on fait et on doit assumer les conséquences dans une certaine mesure. Ouais. Non, mais je trouve ça beau, je trouve ça quand même courageux. Comme j'ai Ouais, dit, non, 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 c'est je suis pas clairement en train pas de dire qu'il moi faut qu'on respecter. allait embaucher. C'est quelque chose qu'il faut respecter, absolument. Oui. Non, non, franchement, je suis en admiration quand je vois, enfin, les personnes qui pratiquent tout simplement leur métier et, enfin, dans certaines conditions. C'est beau. Mhm, C'est beau. Et est-ce qu'il y a mhm. du coup d'autres challenges, on va dire, à part ça, d'autres challenges enfin, quels sont les challenges qui t'ont marqué, on va dire, tout au long, enfin, tout au long de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? J'allais dire que peut-être les 4 ou 5 premières années de ce parcours, c'était surtout, moi, pour moi, c'était que ça allait pas assez vite. C'est-à-dire que je travaillais, donc j'avais au Mhm. moins cette possibilité de gagner un petit peu d'argent en faisant mon métier. Donc je travaillais principalement à Paris, à Paris, pardon. Mais j'avais pas forcément l'impression de faire le journalisme que j'aspirais à faire quand je me suis lancée, quoi. Parce que je faisais du desk, ce que j'expliquais tout à Oui. l'heure, et que c'était pas forcément la chose la plus excitante, que donc du coup c'était si c'est pour faire ça et s'ennuyer, voilà. Donc moi pour moi c'était voilà, j'avais peut-être à la fois c'était de l'impatience, mais aussi le fait qu'on a parfois quand on travaille pour des grands médias et qu'on est encore un petit jeune et qui essaie de trouver sa place, c'est pas évident de la trouver, c'est pas il y a beaucoup de politique dans beaucoup de rédactions. Oui. C'est par quelle porte tu es entré, qui tu connais, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc ça c'était des challenges aussi. C'était un challenge que moi j'avais du mal au début à comprendre comment est-ce qu'on fait pour évoluer, pour faire pour arriver à faire ce qu'on veut dans ce métier-là. Donc ça c'était et donc pour trouver un petit peu euh, le chemin à emprunter, j'ai mis un petit peu de temps. Donc ça, c'était le premier challenge. Et après, plus tard, parce que j'ai fini par suivre des opportunités qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont ouvert énormément de portes, qui m'ont apporté de la crédibilité, un petit peu de notoriété. Plus tard, c'était pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir à travers ce métier. Oui. Euh, est-ce que j'aime beaucoup faire de l'antenne, mais est-ce que ça suffit à mon épanouissement et aussi à être le plus, comment dire, en paix avec le type de journaliste que j'ai envie d'être. Donc après, c'était d'autres questionnements qui étaient un petit peu plus existentiels. Oui. Euh, et après aussi, quand on travaille avec les médias, c'est aussi enfin, est-ce que je suis d'accord avec la façon dont l'information que moi j'essaie d'obtenir est relayée par la suite, ou même le rapport qu'on a avec la rédaction avec laquelle on travaille, qui, en l'occurrence, quand on est comme j'étais journaliste sur le terrain et qu'on a une rédaction qui est à l'étranger ailleurs, il y a parfois des problèmes de communication qui sont sérieux et qui sont pas négligeables et dont les gens parlent très peu. Et moi, ça a été un challenge aussi pour moi. Et c'est pour ça que j'arrête pas de le dire et je vais le redire, c'est que quand on peut, si on peut faire du journalisme indépendant, c'est bien. Je pense que c'est un réel besoin. Après, il y a tellement d'autres obstacles et d'autres inconvénients à faire ça de manière indépendante. J'en ai Oui. parlé, que ce soit au niveau de la sécurité, des garanties, de plein de choses. Du fait qu'on n'a pas d'audience ou qu'il faut la créer, ça, on part de zéro, quoi. From scratch, comme Mais on dit. Ouais. ouais, c'est ça, voilà, vraiment, on monte quelque chose à partir de zéro, mais ça a de réels bienfaits. Et puis surtout, il faut pouvoir créer une sorte d'équilibre. Je vois. Je sais qu'il y a énormément d'autres challenges qui se présentent dans les carrières de beaucoup de journalistes, que ce soit des personnes que je connais qui m'ont raconté.
Et je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu, il y a vraiment aussi ce côté financier qui est très, 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 Oui. très important et qui pèse beaucoup de journalistes. C'est-à-dire qu'on se retrouve parfois dans des conditions de travail qui sont déplorables et on n'a pas trop le choix. Pourquoi? Parce que ça reste un métier compétitif, avec une concurrence qui est quand même incroyable. Et Ça que reste du coup, saturé alors? C'est saturé? je dirais pas que c'est saturé parce qu'aujourd'hui, on est quand même depuis environ, enfin depuis quelques années, on est quand même à un nouveau tournant où il y a de nouveaux métiers aussi qui se créent à travers les nouveaux médias parce que le journalisme évolue. Il y a, en fait, c'est surtout qu'il y a certaines compétences qui sont recherchées. Et, par exemple, le journaliste qui sait travailler avec les données, tout ce qui va être data, Oui. aujourd'hui, c'est un peu le journaliste le plus prisé, plutôt plus qu'un journaliste un peu à l'ancienne qui sait bien écrire. Donc, c'est pas forcément que le métier qui a pas de place, c'est qu'il faut savoir s'actualiser, s'updater, Adapté. Ouais. réussir à s'adapter à la façon dont ça évolue avec le numérique, avec le digital. Mais il y a énormément de personnes qui se forment en journaliste tout le temps, tous les jours, Ouais. et qui voyagent et qui cherchent des opportunités parce qu'il faut aller les chercher parce qu'elles sont pas faciles à trouver. Donc, c'est un métier compétitif qui paye pas forcément très, très bien. Et ça, encore une fois, que ce soit aux États-Unis, en France ou Oui. en Angleterre ou à Abidjan, après, toute proportion gardée avec des échelles différentes en fonction du pays, etc. Mais ça reste vraiment Mhm. c'est pas très, très bien payé. Et donc, on se travaille souvent dans des conditions, je pense, en particulier quand on est reporter de terrain, qui peuvent être très, très difficiles. Sans pour forcément tout ce qui va être benefits, pardon, j'ai tendance à faire des Bénéfique, anglicismes. c'est ça? Bénéfique. Non, tout ce qui va être package, voilà, qui est la protection, la santé, D'accord. euh, tout ce que je veux dire, qui sont peut-être intrinsèques à beaucoup d'autres métiers. Donc, c'est une réalité à laquelle beaucoup de journalistes, ou d'aspirants journalistes plutôt, ne sont pas forcément exposés. Quand ils se lancent, ils savent pas forcément dans quoi ils se lancent. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est bien de le savoir, parce qu'après, on sait quand même qu'on se lance dans quelque chose qui va être difficile, parfois même précaire, et on sait pourquoi on le fait, et on persévère. Allez. D'accord. J'avais une question qui me venait en gros, mais je pense que tu as déjà mentionné certains points qui pourraient être améliorés. Euh, Est-ce que, enfin, en gros, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est un petit peu la question qui me venait en tête, mais tu en as mentionné certains. Enfin, j'imagine euh, une certaine, un peu plus de reconnaissance peut-être au niveau du salaire. Parce que du coup, j'ai envie de dire, on a quand même besoin d'un minimum pour subvenir à ses besoins et les personnes qui le font avec vraiment pas un revenu, on va dire, si je peux me permettre, décent, c'est que vraiment, il faut aimer, il faut vraiment aimer ce métier pour le faire. Mhm. Mhm. Euh, alors oui, pour moi, c'est vraiment après, c'est des dispositions et des réformes et des innovations qui doivent se faire finalement au niveau pays. Parce que chaque pays a ses circonstances Mhm. et un écosystème qui permet ou pas aux journalistes de s'épanouir. Et en l'occurrence, je dirais que dans certains pays, dans beaucoup de pays, et je vais parler principalement des pays dans lesquels euh, que je couvre, Oui, voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on crée les conditions qui permettent aux journalistes de faire leur métier avec intégrité. Et c'est pas le cas. Enfin, c'est pas toujours le cas. Et il y a énormément de journalistes qui font leur métier avec beaucoup d'intégrité et de sérieux. Mais je dirais même c'est malgré, en dépit de tout ce qui les entoure et du fait que le terrain est vraiment pas propice à Mhm. l'exercer Ouais. comme ça. Et à répondre à ces règles déontologiques qu'on nous apprend quand on va à l'école, quand on fait les formations, qui sont Mhm. centrales. Ouais, Parce qu'encore une fois, c'est un métier de service public. On a tendance à l'oublier, c'est vrai. mais on a une mission qui est quand même une mission de service public. Et donc au-delà d'un salaire minimum, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu euh, naïf de penser qu'on peut avoir un très très bon salaire ou un salaire correct dans le journalisme dans un pays où, par exemple, le SMIC est très 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 faible de toute façon. Donc, c'est-à-dire que Ouais. de manière générale, les salaires sont plus bas. Donc, le journalisme va faire partie
des métiers dans lesquels le salaire serait très bas. Mais je pense principalement à tout ce qui va être législation. Respect du métier. Et respect du métier, ça veut dire Donc, tout ce qui est que éthique, j'imagine, tout ce qui est... oui, et puis voilà, des conditions dans lesquelles on travaille. C'est-à-dire Oui, qu'on sait que d'un pays à l'autre, on va pas être traité pareil quand on va couvrir une conférence ou un sommet. Où est-ce qu'on va placer les journalistes? À quoi ils auront accès? Est-ce qu'on va les faire galérer pour faire leur travail ou pas? Enfin, c'est des choses concrètes, hein, de terrain, encore une fois. Euh, Est-ce qu'ils vont être un petit peu malmenés juste en essai, juste parce qu'ils essaient de faire leur travail? Et après, la protection, quoi ouais, protection parce que je travaille sur un sujet d'investigation qui est un petit peu sensible, que je ne me retrouve pas en danger. Parce que, est-ce que parce que je travaille oui, voilà, sur un sujet sensible, que je ne devienne pas persona non grata. ouais, Voilà, oui, toutes ces choses-là. ouais. Donc, ça va être la législation, ça va être la protection et que voilà, que la justice aussi réponde par rapport à ça. Il y a plein de questions. La protection des données des journalistes, la protection de la vie privée des journalistes, plein de choses. Ouais. Non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a énormément de sujets. Enfin, on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a pas mal de choses à dire. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt d'embrayer avec ton projet ou un de tes projets qui s'appelle Beyond the Noise. Est-ce que tu pourrais nous Mhm. dire, enfin, c'est quoi Beyond the Noise ou en tout cas, quel est l'objectif derrière Beyond the Noise et qu'est-ce qui t'a motivé à mettre ça en place? Alors, le point de départ à la base était un petit peu réfléchi, mais aussi spontané. C'est-à-dire que comme l'idée me vient quand je suis à mi-chemin dans mon programme de fellowship quand j'étais aux États-Unis, donc en 2010, non, en 2020. Oui, Donc, je passe à une année à Harvard, une année magnifique et magique, très, 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 très stimulante à tous les niveaux. Covid arrive. oui, Donc, février, enfin, déjà janvier, aux États-Unis, on était déjà en plein dedans, mais en février, voilà, on se rend compte qu'on va passer en février-mars, on se rend compte qu'on va passer en, le programme va passer en ligne en quelque sorte, puisque le campus ferme. Et donc, du coup, je me trouve face à une opportunité qui est celle d'un emploi du temps qui est forcément allégé. Parce que ce qui se passait au départ, c'est on passait énormément de temps avec les autres fellows, avec d'autres journalistes, on faisait beaucoup de conversations, de séminaires, de choses comme ça qu'on pouvait plus vraiment faire et on pouvait pas être au contact des personnes, des mhm, gens comme on le faisait auparavant. Du coup, donc j'ai plus de temps libre et je m'interroge à ce moment-là sur aussi cette pandémie qui prend de l'ampleur et donc, il y a des premiers cas en Afrique, mais on n'arrive pas trop à ce moment-là à savoir si ça va être euh, la maladie qui va comment dire, vraiment nous affecter de manière sérieuse et causer des dégâts considérables ou si ça, ça, ça va bien se passer. Et il y avait énormément oui, de projections à l'époque et de prédictions comme quoi l'Afrique serait particulièrement affectée et que ce serait désastreux. Donc à ce moment-là, je me dis, ah, ça peut être pas mal d'avoir de lancer un projet donc indépendant comme des choses c'est une chose à laquelle je pensais déjà mhm, depuis quelques mois auparavant et de donc m'interroger sur tout ce qu'on me dit sur ce qui se passe sur le continent mais ce qui se passe réellement et donc aussi sur la mésinformation sur les fake news parce qu'il y avait énormément de fake news autour du Covid, on le sait tous, c'était partout, vraiment partout oui, et oui. en Afrique on a tous vu énormément de fake news qui ont été disséminées. Donc, c'était ça le point de départ. Et puis, bon, vu que la pandémie évolue finalement pas comme beaucoup l'ont projeté à l'époque et que ça se termine pas du tout comme on l'imaginait, ou que ça n'évolue pas du tout comme on l'imaginait, ça devient de moins en moins pertinent de se focaliser sur le Covid, parce que le Covid, finalement, on le vit mieux qu'ailleurs. Oui. Et donc, je commence à élargir les sujets et à parler d'autres sujets d'actualité qui sont importants et faire des dossiers un petit peu d'investigation, du décryptage aussi. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand j'étais encore au début de ma carrière, j'étais très, très orientée breaking news, sujet d'actualité un petit peu hard. Oui. Et avec le temps, je m'oriente de plus en plus vers les sujets approfondis. C'est-à-dire que j'aime de moins en moins l'information continue et de plus en plus, voilà, on rentre dans un sujet en profondeur, on comprend un petit peu le contexte, on essaie même de comprendre comment on en est arrivé là, de vraiment expliquer les choses aux gens. Et donc, c'est ce que j'avais envie de faire à travers Beyond the Noise.
d'où l'appellation même du Bien. projet, au-delà du bruit, de Au-delà la du bruit. cacophonie, de tout ce qui se dit, quoi. On essaie Ouais. de parler de choses concrètes, claires, avec des experts qui savent de quoi ils parlent, Ouais, qui de suivent des façon personnes objective, sur le quoi, aussi. terrain, Ouais. de manière objective et avec des informations qui sont fiables. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période qui est très, très, très volatile et où il y a tellement d'informations qui sont disponibles. C'est une bonne chose et c'est aussi une mauvaise chose dans le sens où c'est pas toujours facile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est vrai. Et c'est important d'avoir. Et c'est pour ça que ce métier compte toujours parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment faire de la recherche pour savoir, pour vérifier d'où vient cette vidéo. Est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe sur la vidéo? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est du faux? Il y a des outils qui sont là Oui. et les journalistes apprennent à utiliser ces outils-là pour donner de l'information qui est vérifiée. Et donc voilà, donc 2020, c'était le point de départ. Et puis, je l'ai fait pendant presque 7-8 mois, je crois. Et puis, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Et donc, après, il y a d'autres opportunités qui se sont présentées à moi. Donc, ça a été mis un petit peu en stand-by. Et là, je reviens donc au mois de mars, on va dire plutôt fin mars, avec une nouvelle version de ce projet-là, D'accord. que j'espère plus durable cette fois-ci. En tout cas, c'est un beau projet. Donc, on va suivre ça de plus près et bah, de toute façon, on va partager. On va partager sur les Merci, différentes merci. plateformes. Mais en parlant de Mm. ça, bah, du coup, quels sont on va dire, tes projets à moyen, long terme et aussi, voilà, où est-ce qu'on peut te trouver sur les différentes plateformes, suivre un peu ton travail? Alors, mes projets, alors celui-là, déjà, c'est un projet qui me prend beaucoup de temps. Je suis toujours journaliste freelance, donc je continue à pitcher et proposer des sujets à Al Jazeera, potentiellement d'autres médias sur la Côte d'Ivoire et sur d'autres pays de la zone. Mais D'accord. là, mon focus, en tout cas pour les prochains mois, ça va vraiment être de pouvoir développer ce projet et de fournir surtout un travail dont je peux être fière, vraiment de qualité, avec une bonne production qui soit régulier, toujours publié à la même heure, qu'on sache que c'est un rendez-vous Ouais. et de faire grandir un public quoi, qui suive et qui apprécie et qui comprend l'utilité du projet. Donc c'est principalement ça mon objectif. Après, je me donne le temps qu'il faut pour le faire grandir sans vraiment attendre comment dire, un retour en monétisation, parce que la monétisation, quand on travaille sur le digital, c'est pas évident, c'est un petit peu une énigme. L'idée, c'est surtout d'abord d'avoir de la crédibilité et d'établir un lien de confiance avec un public. Pour D'accord. moi, c'est la première chose dont je me soucie. Et puis, à long terme, que ça devienne un projet viable, qui soit avec un business model qui fonctionne, qui permettent aussi, enfin, que je puisse élargir à d'autres séries, d'autres projets, des documentaires, des choses de ce style. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de continuer sur cette voie-là et de ne pas avoir à retourner vers un média qui est déjà établi parce que même si on apprend beaucoup quand on travaille pour des médias qui sont déjà établis, je pense vraiment qu'il y a du mérite et qu'il y a des choses à faire en dehors Oui. du sérail. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai envie d'exercer ce métier. Donc, j'espère, je prie, je manifeste pour que je puisse continuer à exercer mon métier de cette manière-là. Et on te souhaite tout le succès. C'est ça, on croise les doigts, on Merci, croise tout ce qui a merci, croisé. Non, je pense que, merci. enfin, pour avoir suivi certaines de tes interventions, pour avoir suivi aussi l'émission, bah, les femmes d'ici, euh, enfin, la saison à laquelle La première, ouais. voilà, t'as participé. Franchement, il y a du potentiel et je pense que il y a pas, je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas là. Je pense que tu as la motivation, tu as tout ce qu'il faut pour quoi. Donc, Mais c'est gentil, on y merci. croit. Merci, oui, il faut de toute façon, hein. Si on n'y croit Oui, pas, on se pense pas. oui, Ouais. Mm, il faut, mm. c'est sûr. Et sur les différentes plateformes, donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut Ah te oui. suivre? Alors, là, cette fois-ci, alors la première fois, je l'avais fait, enfin, sur la première itération, la première version, bien non, Oui, tout partait de de mes pages personnelles sur les réseaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram. d'accord. Cette fois-ci, on fait les choses de manière un peu plus formalisée et structurée. Donc, Mhm.
On a une présence, je dis on parce que j'ai une petite équipe, et Dieu merci, je suis très contente, dont Julia Moketo, qui est une journaliste ou aspirante journaliste qui est basée aux États-Unis et qui est congolaise et donc bilingue. Donc c'est pas mal parce que du coup, on Oui. travaille bien, puisque je travaille sur un projet bilingue, qui est donc chargée de l'éditorial avec moi et de la production, qui travaille avec moi, et aussi des réseaux sociaux, et un monteur aussi qui, lui, est basé en Côte d'Ivoire, et Wilfried. Donc, on a une présence sur les réseaux. On est au moment où je te parle en train de polisser, de travailler. D'accord. Donc, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn et LinkedIn? Twitter. Oui, voilà. Donc, Beyond the Noise Africa, c'est les handles. D'accord. Et donc, on va commencer à publier du contenu très bientôt, dont des dossiers qui seront un petit peu qui seront diffusés toutes les 2 semaines, mais aussi des sujets un peu plus ponctuels et récurrents pour continuer à alimenter les pages, pour continuer à garder de l'engagement. Et donc, on est trouvable sur toutes ces plateformes-là, en sachant que les épisodes les plus consistants, les plus Mhm. développés seront principalement diffusés sur YouTube et en podcast. Voilà. D'accord, c'est noté. Bah, en tout cas, de toutes les façons, le but de, enfin, quand je fais les interviews, c'est vraiment pour, voilà, mettre en avant, voilà, ce que des personnes comme toi font, tout simplement. Donc, j'inviterai les personnes, bien sûr, À souscrire, aller te s'abonner, suivre, à suivre. aller vous suivre pour justement en savoir un petit peu plus, pour creuser aussi de leur côté. Le but, c'est pas de tout déballer ici. Mm. Et je n'hésite, enfin, n'hésite pas plutôt à me partager les liens aussi Ça au marche. final, je mettrai ça en description pour qu'ils aient accès directement. Enfin, des fois, il faut quand même mâcher, on va dire, le travail. On va Ah oui, leur oui, mettre il tous faut. les liens, Parce ils que n'auront plus qu'à si tu le fais cliquer. pas, sinon après l'attention, elle va ailleurs, c'est clair. Ouais. Oui, donc vraiment, c'est un petit peu ça le but aussi. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mais vraiment ça, hein, c'est de persévérer dans ce sens-là, de créer du contenu d'information qui soit à la hauteur des attentes de beaucoup, je pense, d'Africains, que ce soit basé en Afrique ou dans la diaspora, qui veut de l'information alternative, indépendante, Oui. et de pouvoir le faire de manière durable. C'est ça, D'accord. ce qu'il faut me souhaiter. Bah, écoute, on te souhaite ça, on te souhaite encore tout plein de bonnes choses avec. Et Merci. en tout cas, merci beaucoup, Hanan, pour ton temps, pour l'interview, pour toutes les informations que tu as partagées avec nous, enfin avec moi et et ma toute petite audience derrière. Et Merci énormément, oui, c'est vraiment très sympa. Et puis, je trouve c'est louable de mettre en avant comme ça des profils. C'est vraiment cool. Merci. ouais. Merci à toi. En tout cas, ça a été un plaisir, comme j'ai dit. Euh, on va mettre toutes les informations, tous les liens en barre de description, comme ça les Ça personnes marche. auront accès directement. Et puis j'ai envie de dire, on reste en contact pour On la fait ça. suite. On va te Ça suivre. marche. Merci Merci beaucoup. Et puis, beaucoup. bon courage pour la post-prod. Je connais que Merci. c'est pas du travail. Merci. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo comme prévu. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai énormément apprécié cet échange avec Hanan. J'ai appris énormément parce que je vais pas vous mentir, je savais pas plus que pas plus que ça, et ça m'a fait plaisir au fait d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier, on va dire cet environnement en tout cas, et d'apprendre particulièrement ce que Hanan faisait. Donc j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez vraiment pas à mettre des pouces bleus, parce que ça me permet aussi de savoir si vous avez aimé la vidéo et de savoir quel type de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne. Et n'hésitez vraiment pas à partager pour soutenir justement, pour mettre en avant ces personnes, et également si ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre. Je vous ai mis toutes les informations en barre de description, tous les liens si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Hanan, si vous voulez rentrer en contact avec elle ou si vous voulez tout simplement suivre son travail. Je vous mets tous les liens en barre de description. N'hésitez surtout pas à y aller et n'hésitez surtout pas à lui donner de la force, à lui donner du soutien. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!